Bonjour, ce nouveau numéro de l'Info en question est consacré à l'évolution des techniques de recrutement. Vous le savez, nous le savons tous, le monde change et c'est normal que les candidats à l'emploi et les recruteurs s'adaptent à ce monde qui change. Avec nous en plateau pour faire le point, pour vous, 4 spécialistes de la question. Le moment est venu de vous présenter nos invités. À ma gauche, à l'extrême gauche du desk, eh bien, nous avons Clotilde Richard, qui est responsable emploi carrière à la Caisse d'épargne de Normandie. À côté de vous et à côté de moi, Nathalie Deshaies, qui est la dirigeante du cabinet de recrutement PerfHomme. À côté de moi, Caroline Adam, qui est la responsable opérationnelle de l'APEC Normandie. Et puis, alors j'ai envie de vous êtes le seul homme du plateau, parmi nos invités, j'entends, vous êtes l'homme de l'intelligence artificielle, parce qu'on va voir que peut-être, là aussi, le numérique a son rôle à jouer. Alors, on a, si je résume, l'entreprise, le cabinet de recrutement, l'observatrice du marché, et puis l'homme qui va nous emmener vers le 22e siècle, dans les certainement. Étoiles. Hein, non, alors, quelles étoiles, on ne sait pas. Alors, à vous la première, Caroline Richard. Aujourd'hui, qu'est-ce que dans les entreprises, comment on recrute, qu'est-ce qui différencie les techniques aujourd'hui de ce qui se faisait il y a encore quelques années, peut-être 10 ou 20 ans? Alors aujourd'hui, l'enjeu des entreprises, et particulièrement de la Caisse d'épargne Normandie, c'est d'aller chercher le candidat. Aujourd'hui, un candidat sur le marché, il ne veut plus aller chercher l'emploi, il veut qu'on lui pousse l'information. Donc il faut que les entreprises et il faut que les équipes RH soient agiles, aillent là où est le candidat. Donc c'est où? C'est dans les forums écoles, mais non plus selon une parole institutionnelle, selon une parole qui leur parle, c'est-à-dire quelle sera la réalité de mon métier demain, donc là plutôt par le biais de réseaux d'ambassadeurs en interne, donc de professionnels de la fonction qui sont en capacité d'aller parler de leur métier. C'est aller les rencontrer aussi lors de tables rondes, c'est aller les chercher selon des angles qui sont nouveaux. La Caisse d'épargne Normandie a mis en place des escape games. Alors on va en reparler, mais si vous le permettez, Clotilde Richard, je me tourne tout de suite vers Nathalie Deshaies. Est-ce que ça veut dire, puisque vous nous dites qu'il faut aller chercher le candidat, ça veut dire que ça sous-entend qu'auparavant ils arrivaient plus facilement et tout seul, est-ce que finalement ça rend le cabinet de recrutement plus opérationnel ou à l'inverse, est-ce que ça rend son travail un peu plus difficile ? Ça rend son travail différent. Aujourd'hui, un cabinet de recrutement ne peut pas se permettre de publier une annonce et d'attendre que les candidats postulent. On doit tout simplement aller les chercher. Donc, ce que disait Clotilde, aller les chercher là où ils sont et déployer des trésors d'ingéniosité pour les identifier, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les clubs d'entreprise, dans les réseaux professionnels, et leur donner envie de postuler sur ces offres d'emploi. À votre avis, Caroline Adam, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les entreprises que représente Clotilde Richard, est-ce que ça veut dire que les cabinets de recrutement sont plus nécessaires encore qu'auparavant? Ah oui, alors la tendance a complètement changé. On a des perspectives de recrutement en région inégalées. On prévoit 7000 recrutements 4, par exemple, pour l'année à venir. 7000, hein? 7000, hein, donc c'est du jamais vu d'avant-crise. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Ça veut dire que l'entreprise, aujourd'hui, elle est obligée de marketer ses ressources humaines et d'aller innover, d'aller chercher effectivement les candidats ailleurs. Donc travailler sa marque employeur, c'est important, travailler les process de sourcing et aller sur les réseaux sociaux. La moitié des entreprises aujourd'hui vont sur les réseaux sociaux. Mais ça veut dire par effet miroir que les candidats doivent se préparer aussi et être visibles, marketer leur candidature et se préparer à présenter des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de présenter. Alors, pardonnez-moi, mais quand vous dites marketer leur candidature, s'agissant des candidats, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Eh bien avant, on faisait un CV, maintenant on fait un profil. Donc sur le profil, on va aller mettre en avant des compétences, des choses qu'on a réalisées, un pitch, donc quelque chose de très court, de très incisif, qui donne envie. Donc c'est comme le marketing, grand public. Hein, un peu comme un créateur de start-up qui, vous dites un pitch, qui planche devant des investisseurs, qu'il faut convaincre, et c'est un peu la même chose. Exactement. C'est exactement la même chose. Alors, je vois au bout du plateau Stéphane Canu qui est tapi dans l'ombre. Il est tapi tel le fauve qui se dit « Un jour, mon heure va venir et l'intelligence artificielle va nous bouleverser tout ça ». Comment vous regardez tout ça, vous, aujourd'hui en 2019 ? Mais je crois qu'elle a déjà bouleversé les choses, puisqu'en fait, il y a déjà des avancées. On le voit dans nos téléphones portables aujourd'hui, on peut leur parler. On voit les progrès dans la traduction. On voit qu'il y a vraiment des progrès dans les véhicules autonomes qui nous entourent. Donc, ces progrès vont impacter aussi le recrutement. Ça, vous en êtes sûr ? Mais en ce moment, ça marche. Certaines choses fonctionnent et d'autres ne marchent pas. L'intelligence artificielle, ça peut être différentes choses. Ce sont des choses qui fonctionnent, on le voit dans nos téléphones, mais on pense aussi tout de suite à Terminator, à des choses terribles où la machine remplacerait l'homme. Ben ça ne marche pas. Ça, on ne sait pas faire. Donc il y a des choses qui fonctionnent, de l'aide à la décision, ça fonctionne. Pour identifier des profils, on arrive à prédire les comportements des gens. Mais remplacer le recruteur et automatiquement détecter ci ou ça, bon, ça, j'y crois pas. Ça ne marche pas encore, on ne sait pas faire.
Donc ça dépend de quelle intelligence artificielle on parle. Je pense qu'elle peut venir vraiment aider à la mise en relation. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire se rencontrer les gens pour lesquels la rencontre est la plus difficile. Et pour ça, l'intelligence artificielle nous aide. On va chercher des mots-clés. Donc, l'entreprise va poser une offre et en face, il y a des candidats. Et le mot-clé va permettre la rencontre. Alors, on va être de plus en plus concret. Moi, je voudrais simplement me tourner vers Clotilde Richard, en particulier, et vous conter très rapidement une petite anecdote. Il y a quelques années, on ne parlait pas de tout ça, j'interviewe sur un plateau télé un dirigeant d'entreprise qui me dit « Moi, je recrute dans les avions ou dans les trains ». Je dis « Mais je ne comprends pas, expliquez-moi ». Ce qu'il voulait dire, c'est que quand il rencontrait par le fruit du hasard une personnalité, un tempérament qui lui convenait, eh bien, il me dit « Je lui fais une proposition d'embauche et ensuite j'organise mon entreprise en fonction de ces candidats que j'intègre ». Est-ce que ça veut dire, et j'en viens à ma question, est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans les entreprises qu'on se met beaucoup plus à chercher des potentiels de tempérament, de savoir-être, plutôt que des savoir-faire, comme on le faisait jusqu'à présent, Clotilde? Alors oui, c'est une réalité aujourd'hui, surtout dans des secteurs qui sont très concurrentiels, où il faut qu'on aille chercher le bon candidat, mais c'est plus simplement un niveau de diplôme qui reste nécessaire. C'est aussi tout un savoir-être qui doit être ensuite accompagné par l'entreprise. La Caisse d'épargne Normandie est en capacité de faire cela par des profils, il encourage la reconversion professionnelle, par l'accueil de profils qui sont complètement en dehors du métier bancaire, par des parcours de formation. Je vous donne un exemple, on a recruté 13 personnes au mois de mars en reconversion professionnelle, qu'on accompagne pendant 9 mois en contrat professionnalisation et qui vont passer 41 jours de formation pour acquérir toutes les compétences clés pour devenir un bon chargé de clientèle particulier. Avez-vous un exemple chez vous à la Caisse d'épargne d'un candidat ou d'une candidate que vous auriez intégré dernièrement et qui provient d'un univers complètement différent que l'univers bancaire? Et vous nous dites bien, avant, c'était impossible. Oui, tout à fait. On parie aussi sur les bonnes surprises, sur les accompagnements qu'on est en mesure de faire. On a recruté des personnes qui venaient de secteurs complètement différents, l'hôtellerie. Voilà, mais qu'est-ce qu'on va chercher? C'est une tête bien faite, évidemment, mais c'est pour autant une capacité à cerner les demandes du client, à être dans le conseil, à être dans l'action commerciale. Et ça, on va accompagner après sur la partie technique métier. Caroline Adam, est-ce que ça veut dire que le diplôme initial aurait finalement une moindre importance si on s'attache davantage à la potentialité? On se regarde, on sourit. Alors c'est quand même un sésame. Pourquoi vous souriez? Parce qu'on est dans une culture en France où aujourd'hui le diplôme, le fameux Bac+5, le Master 2, reste une référence. Pour autant, le mouton à 5 pattes que les entreprises recherchent, il existe moins, beaucoup moins, puisque c'est tendu, le marché est tendu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher des potentialités, comme le disait Clotilde, on va chercher une capacité à faire, et pour ça, on va les recruter autrement. Donc par exemple, hier, on a organisé une soirée où 8 entreprises régionales sont venues, des PME, elles avaient des postes à pourvoir, et en face, on a mis des candidats, ils se sont rencontrés sur une fonction, sur des valeurs, et puis parfois, ça marche bien. Et à la fin de la soirée, il y avait déjà 4 propositions qui ont été faites. Voilà, et ce n'était pas sur les diplômes, c'était sur une fonction recherchée sur des valeurs. Nathalie, cabinet de recrutement, qu'est-ce qu'on vous demande en ce moment? Qu'est-ce que les entreprises vous disent quand elles passent commande, entre guillemets, pour un candidat ou une candidate? Alors généralement, ce qu'elles nous disent, c'est, on a quelqu'un qui s'en va, on voudrait le même en mieux. Alors voilà, ça c'est du concret. Et moi, ce que j'ai l'habitude de répondre, c'est, on ne trouvera pas le même, on va trouver quelqu'un de différent, mais quels sont vos projets ? Quels sont les projets de réorganisation? Qui avez-vous dans l'organisation sur les métiers connexes ou parallèles pour justement recruter quelqu'un qui va être différent mais qui va apporter quelque chose de nouveau dans votre organisation? Et donc, on va travailler sur le potentiel des personnes recrutées, sur leur capacité d'apprentissage, sur leur capacité de travailler en équipe, sur leur capacité à écouter, sur leur courage. Donc, des compétences qu'on appelle les soft skills, par opposition aux hard skills, donc qui concernent le métier. Et donc ça devient aujourd'hui vital et ça change les entretiens de recrutement. Alors moi je me souviens quand j'étais jeune diplômé, on avait tous, pardonnez l'expression, on avait tous la trouille d'aller passer les entretiens de recrutement, que ce soit dans des entreprises ou chez les cabinets ou chez les chasseurs de tête. Est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire que le rapport de force, en quelque sorte, entre le candidat, la candidate et l'entreprise a changé? Est-ce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que finalement, on cherche de plus en plus la perle rare, et est-ce que finalement, le candidat ou la candidate qui arrive à l'entretien d'embauche, il se sent un peu plus les épaules carrées face au recruteur potentiel? Alors, il propose des compétences, déjà. Il ne recherche plus un emploi, il propose des compétences. Il est très bien préparé, parce qu'il y a plein de structures qui le préparent. On a des simulateurs d'entretien ou des choses comme ça, donc c'est évident. Et puis, nos jeunes générations qui arrivent, les fameuses générations Y ou Z, ont effectivement un rapport au travail qui est un peu différent. Oui. Donc ils n'hésiteront pas pendant un entretien, au bout d'une demi-heure, dire non,
non, ça va pas le faire. Je il vais s'en va. partir. Voilà. Ou est-ce qu'on a des tickets resto ou Ouais, comment c'est ça ça, se passe au ouais. niveau des Ouais. horaires. Alors évidemment, le rapport de force, il est différent aujourd'hui. Donc le recruteur doit vraiment se présenter sous son meilleur auspice, qu'on appelle la marque employeur, Alors, et raconter une histoire. cette fameuse marque employeur, en quelques mots très rapides et avec des mots très simples, Clotilde. C'est comment est-ce qu'on va aller séduire le candidat dans un marché qui est inversé, où c'était avant les entreprises qui étaient finalement en position de force. Donc le marché est bien inversé. Le marché est bien inversé. Pour autant, la réalité de l'entretien reste toujours effectivement une épreuve, hein, ça c'est juste, mais c'est comment on va aller séduire ce candidat. Et là, ce n'est pas que les RH qui sont concernés par cela, c'est toute l'entreprise, RH comme manager, qui ont ce devoir d'aller porter les messages de l'entreprise pour aller capter le candidat et le faire venir. Et même les salariés, puisqu'aujourd'hui, les salariés d'une entreprise en sont les premiers ambassadeurs. Et on voit aujourd'hui beaucoup de processus de cooptation, donc des salariés qui cooptent des pairs, des amis, des anciens camarades de promo, parce qu'ils ont la conviction que leur profil va satisfaire à la culture d'entreprise et aux postes qui seront proposés. Je vous donne un exemple simplement. On a développé à la Caisse d'Épargne Normandie tout un réseau d'ambassadeurs qu'on a lancé le mois dernier, où ce sont des professionnels qui viennent du réseau, aussi bien des directeurs d'agence que des conseillers clientèle, et qui vont aller véhiculer nos événements, qui vont aller parler aux jeunes candidats pour démocratiser nos métiers, pour faire connaître ce que c'est que la vraie vie. Et aujourd'hui, les candidats sont en attente de quelle est la vraie vie en entreprise. Et non, ça ne passe pas par la parole institutionnelle, ça passe beaucoup moins par les RH, mais par les professionnels. Si on n'est pas dans l'humain s'agissant du recrutement, alors j'ai rien compris, mais alors Stéphane Canu, comment est-ce que cette intelligence artificielle peut finalement nous proposer une alternative? C'est pas une alternative qu'il faut voir, c'est une aide. Une aide. Si on veut identifier par exemple des gens qui sont susceptibles de bouger, là l'intelligence artificielle peut aider. Parce qu'elle peut aider quand on a un référentiel, quand on a beaucoup d'exemples d'une situation. Donc on connaît des gens qui ont bougé, donc on peut essayer d'identifier dans leurs réseaux sociaux, dans leur comportement, des indices qui vont faire qu'ils auront plus tendance à Alors, bouger. ça veut dire qu'on va les traquer? On va récolter de la data, comme on dit. Finalement, on va nous mettre de plus en plus en fiche, là aussi? Alors, moi, je suis assez frappée par le nombre de startups qui se créent en ce moment, justement, qui vont agréger les données qui sont sur le web, qui vont identifier auprès des candidats, enfin, qui vont identifier sur le web le prêt à bouger du candidat et les compétences clés du profil du candidat, et qui vont ensuite proposer, ces startups, proposer ces profils-là aux entreprises clientes. Et donc ça, c'est typiquement de l'intelligence artificielle qui préside à du sourcing aujourd'hui, proposé aux Mais entreprises. on voit, c'est une aide. Parce qu'après, il y a tout le boulot à faire. Il faut quand même faire Tout à fait. l'interview et voir si la personne convient. Donc on aide en amont à prendre cette décision. Mais le ouais. robot qui fait l'interview tout seul, etc. D'accord, on n'en est pas là. Ah, On ça n'en est pas non. là. Ça, c'est On sait très bien Terminator. que dans le recrutement, quelquefois, on va dire les choses clairement, on se plante. Hein, on intègre le candidat ou la candidate et c'est pas le bon ou la bonne. Est-ce que les outils d'intelligence artificielle que l'on peut mettre en œuvre progressivement nous apporteraient un peu plus de fiabilité dans le process, dans la méthode? Alors vous d'abord et puis ensuite l'avis de Nathalie Dehaye. Je pense pas vraiment. Si vous voulez, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle marche bien quand on a beaucoup d'exemples de situations. Donc si on sait donner beaucoup d'exemples de recrutements qui ont marché et de recrutements qui n'ont pas marché, dans les futurs, on peut essayer de décider, mais basé sur ce passé. Donc on ne va pas innover, donc on va rester un peu sclérosé. Donc je pense que là, c'est typiquement une application qui n'est pas très bonne pour l'intelligence artificielle. 2-3 exemples d'évolution de techniques de recrutement un peu étonnantes. J'en citais quelques-unes tout à l'heure en intro d'émission. À la Caisse d'épargne, par Oui, exemple. a été mis en place un escape game. Hein, c'est rejoindre aussi en termes d'activité. Donc l'escape game a été proposé par la Caisse d'Épargne Normandie et il y a d'autres. C'est le jeu dont il faut sortir. C'est hein, le ça, jeu dont pour il faut gagner. sortir, qui met en avant l'esprit d'équipe, la capacité à communiquer aussi ensemble, qui mêle souvent, en tout cas ça a été le cas, à la fois les recruteurs et les jeunes et les candidats. Un autre exemple qui sont le sport et recrutement, de plus en plus, et on participe à cela, on va courir avec les candidats, ou on va faire du théâtre d'impro avec les candidats, ça casse les barrières, et aujourd'hui, ça nous permet en plus d'être en proximité, parce que les candidats attendent de la proximité et de la personnalisation aussi dans le recrutement. Nathalie Dehaye, chez le cabinet de recrutement, est-ce qu'on a quelque chose d'un peu innovant qui se profile? Est-ce qu'on a des techniques du moment qui nous étonnent un peu? Alors, qui nous étonne, chacun a ses techniques. Nous, on utilise... C'est secret? Non, c'est pas secret. Chacun a ses tests, chacun a ses questions fétiches. L'objectif, c'est toujours de minimiser les risques, donc d'essayer
de prévoir les comportements d'une personne dans une nouvelle équipe, de prévoir la façon dont il va communiquer et de connaître aussi l'équipe en face pour savoir comment les deux parties vont s'adapter. Stéphane Canu, vous auriez nos limites, hein, tout est possible, vous avez le budget que vous voulez, qu'est-ce que vous auriez envie d'imaginer là aujourd'hui comme application d'intelligence artificielle pour aider au recrutement? Alors peut-être pour aider Stéphane qui va réfléchir. On le laisse réfléchir. Il y a du recrutement prédictif qui existe aujourd'hui. Il y a des sociétés, alors je vais traduire, je vais expliquer. Ouais. Il y a des sociétés qui sont allées modéliser des postes qui fonctionnaient bien. Alors je vais prendre un exemple, vous allez recruter un vendeur et vous dites, bah tiens, ce vendeur finalement, par rapport aux autres, quels vont être les éléments qu'on retrouve à chaque fois? Par exemple, c'est l'aîné d'une famille, c'était le premier de sa promo, sur les valeurs, voilà les éléments qu'on retrouve. Donc on n'est plus uniquement par rapport au CV sur de la technicité, sur un diplôme, mais on est sur des facteurs clés qu'on va retrouver à chaque fois. Et l'outil va permettre d'aller tester ça. Et on retrouve le recruter sans CV, parce que dans ces cas-là, on va tester des appétences, et ensuite, bien sûr, on ira voir l'histoire des personnes. Donc ça existe déjà, c'est déjà mis en place par certaines structures. Voilà, mais on voit bien les limites de ce que vous dites, puisque si on va reproduire un système existant, et le monde bouge, et si on veut innover, si on cherche des gens différents, bah, ce système ne le permettra pas. Donc peut-être si on voulait inventer une intelligence vraiment qui nous aiderait, c'est une intelligence qui nous aiderait à prévoir les tendances et les nouveautés, à innover. Mais ça, on est aux frontières de la recherche. Faire une intelligence qui ait ses capacités d'innovation, ça c'est une question scientifique ouverte. On ne sait pas le faire aujourd'hui, on ne comprend pas ce que c'est. Et ben voilà, nous chercheurs, on travaille sur ces questions, c'est très important. Alors là, il y a un exemple dans certaines entreprises qui font des entretiens situationnels. Donc pour recruter par exemple des vendeurs dans une grande surface qui s'implantent dans la région. On les met dans le rayon. Voilà, tous ceux qui veulent viennent, vous vous mettez dans le rayon et on voit comment vous vous comportez avec des clients. Et ça permet de vraiment mettre en situation et de ne pas prendre en compte un CV ou un profil type. Une question, et je pense aux États-Unis. Aux États-Unis, tout n'est pas merveilleux, on le sait, mais par contre, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est qu'on peut arriver et puis se vendre, entre guillemets, quel que soit son passé, quels que soient ses réussites ou ses échecs, et même si on a des échecs, et finalement, on parie sur la potentialité de la personne. On le sait, ça marche comme ça. Est-ce que ça veut dire que chez nous, dans ce pays latin qu'est le nôtre, on va enfin, quelquefois, reconnaître qu'avoir eu un échec, c'est quelque chose de structurant, c'est quelque chose qui apprend, et que peut-être ça donne un plus à un candidat par rapport à celui qui n'aurait pas connu l'échec? Réponse courte. C'est la capacité du candidat à transformer l'échec qu'on va regarder. Bien sûr, bien sûr. Mais jusqu'à présent, on n'aimait pas les gens qui avaient des échecs. On n'aime pas l'échec parce qu'on est dans un système de méritocratie et on est dans un système en plus qui appuie sur les points faibles ou les axes de développement et pas sur les points forts. Et ça commence à l'école, si je peux me permettre. Et ça commence par notre système scolaire. On est bien d'accord là-dessus. Donc, comment les entreprises vont capitaliser sur les points forts des candidats ou de leurs collaborateurs, et comment est-ce que dans les séquences de recrutement, le recruteur insiste sur la capacité à transformer l'échec. Qu'est-ce que dit le candidat sur en quoi ça l'a rendu différent, meilleur ou plus fort, le cas échéant, à partir de cet échec. Encore plus que la capacité à l'échec, qui est bien sûr importante, c'est la capacité à apprendre. Pourquoi? Parce que les métiers de demain, on ne les connaît pas. Ça va évoluer d'une façon très très rapide. Et donc la durée de vie d'une compétence, ça va être de plus en plus courte. Donc l'important, c'est de savoir apprendre et se remettre en question. Donc je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. Voilà, plus loin, je dirais casser le moule aussi. Nous formons des chercheurs, on les forme par la thèse. C'est des gens qui ont fait de la recherche, qui ont un doctorat. Je pense que ces gens-là, on leur place dans les entreprises, on peut apporter quelque chose. Et je vois que le monde bouge aussi de ce côté-là. Les entreprises commencent à se dire, oui, pourquoi pas recruter des gens qui ont cette expérience, qui vont apporter des choses différentes, une technicité, un point de vue différent dans l'entreprise pour enrichir de différents profils, casser le moule. Allez, on termine par un conseil pratique. Clotilde, Richard, d'abord vous. Un conseil pratique à un candidat ou à une candidate d'aujourd'hui. Vous lui conseillez quoi? Marketez-vous. Osez. Alors, osez pas au sens de... Alors, retraduisez, marketez-vous. Marketez-vous, présentez-vous avec vos points de force, valorisez vos points de force. Mais ça, on l'a toujours fait. Oui, mais sous un angle qui était plutôt un angle académique. Ouais. Et il faut aller chercher autre chose que l'académique. J'ai fait du sport, j'ai fait une association, j'ai été dans une association. C'est comment est-ce qu'on est en capacité de le retraduire en compétences qui vont intéresser les employeurs. Et c'est tout ce travail-là de conversion qui est nécessaire. Nathalie Day, un conseil pour les entreprises qui recrutent. Pour les entreprises ou pour les candidats? J'avais la réponse pour les candidats. Alors, allez, pour les candidats. Pour les candidats, cultivez vos réseaux.
les réseaux professionnels, les réseaux amicaux Ne restez pas seul. et les réseaux sociaux. Donc cultivez vos réseaux, sortez, rencontrez du monde et discutez. Et faites peut-être quelquefois des choses qu'il y a 20 ans, vos parents auraient dit « bah non, passe ton bac d'abord ». Vous voyez, toutes les expériences sont bonnes et sont meilleures aujourd'hui. Bien sûr, il faut capitaliser sur toutes les expériences, il faut les raconter. Ce que je disais tout à l'heure, au-delà d'un CV sur un profil, puis venez nous rencontrer, on vous prépare. Moi, c'est ce que me disaient mes parents, hein. Je faisais de la musique, ils me disaient « passe ton bac d'abord ». Et puis finalement, après, la musique m'a beaucoup servi. Comme quoi, comme quoi. Caroline Adam, allez, un conseil pour... qu'est-ce que vous préférez? Puisque finalement, je pose des questions, mais on répond ce qu'on veut ici. Donc, alors, entreprise... Nous, on accompagne les candidats, les entreprises. Donc moi, je peux donner des conseils des deux côtés. Allez, Alors bien allez-y. sûr, venez nous voir parce qu'on vous accompagne. Conseil c'est évident, simple ça, simple et pratique. L'entreprise, montrez l'évolution qu'on aura en venant chez vous, montrez les valeurs. Vous êtes recruteur, allez plutôt sur ce champ-là. Vous êtes candidat, faites le miroir, faites la même chose de l'autre côté. Allez présenter votre offre de service, votre profil, plutôt qu'un CV aujourd'hui. Allez, on va laisser l'homme conclure. Hein. Voilà. Il y a- Non, je pense qu'il y a des nouvelles technologies, elles peuvent apporter des choses, donc il faut savoir les utiliser, s'entourer des compétences qui vont permettre de bien les utiliser dans le numérique, et pas en faire non plus en avoir peur ou de les survendre. Elles peuvent nous aider, mais pas avec Terminator. Donc l'intelligence artificielle utile, oui, pas les fantasmes. C'est assez- L'humain est encore là. C'est assez marrant que dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on nous dit toujours « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Et moi, plus on me dit « n'ayez pas peur », plus finalement je me dis qu'il faut peut-être avoir un peu peur. Mais ça, c'est un autre débat et ça sera l'objet d'un autre plateau. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur, mesdames, d'avoir peut-être donné quelques clés à des recruteurs potentiels, à des candidats. En tout cas, c'est un domaine qui est absolument passionnant et nul doute que sur PNTV, nous réinviterons, vous et peut-être d'autres, pour aller un peu plus loin sur ces questions absolument cruciales en économie et dans la société d'aujourd'hui, que sont celles du recrutement dans les entreprises. À bientôt sur PNTV.